avions commencé la semaine dernière dans une série que nous avions intitulée « Une journée dans la vie 2 ». On avait commencé avec les policiers. L'écoute, la réception de ce numéro avait été très bonne, beaucoup de feedback, et c'est dans notre intention de continuer avec une journée dans la vie d'un professeur, d'un chauffeur de tap-tap, d'un médecin, etc., etc. Mais pour le moment, nous allons marquer une petite pause car il y a un phénomène qui se développe en Haïti qui est un petit peu inquiétant. C'est la dévaluation accélérée de la monnaie nationale par rapport au dollar. On va essayer d'en voir les causes et de savoir comment on pourrait y remédier. Bien entendu, cela se fera avec notre ami William Savary. Bonsoir, William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir à tout le monde. Ok, donc l'évolution de la monnaie locale, nationale, l'évolution n'est pas très rassurante. Non, pas très rassurante. Maintenant, il faut additionner une chose avant de démarrer. On avait mentionné dans notre dernière intervention que les policiers n'avaient pas été payés pendant 40 et plus jours. Bon, il faut dire que les policiers ont été payés. Donc, c'est peut-être une heureuse coïncidence, mais ce sont les faits. Très bien. Maintenant, très bien. Toutes les fois que je m'engage à parler du taux de change, personnellement, je pense que je me réfère, je m'appuie toujours sur les causes géopolitiques. Hein? Géopolitique, pourquoi? Parce que Haïti n'est pas un pays isolé. Nous ne sommes pas le centre du monde. Hein? Il y a des voisins, il y a des pouvoirs hégémoniques, il y a tout ce que vous voulez. Et finalement, toutes les monnaies du monde aujourd'hui sont interdépendantes. Le rouble dépend du dollar, le dollar est accroché à l'euro, etc., etc., etc. Avec la mondialisation, toutes les économies sont liées d'une part quelque part. Maintenant, il y a trois choses, en fait, avant de parler en fait, pour situer l'argumentaire, je dois rappeler aux gens qu'il y a trois dates fondamentales qu'il ne faut pas oublier. La première, c'est 1947, c'était l'introduction du General Traffic and Trade, l'introduction du General Agreement of Tariff and Trade. C'était après la Deuxième Guerre mondiale où les États-Unis avaient invité les puissances chez eux. Ils ont établi un système de taxation et de tarifs pour le commerce international. Il y a la prochaine date, c'était 1960, c'était la période de la libéralisation du commerce, où la notion de la libéralisation du commerce, c'était d'éliminer les entraves qui pourraient, par exemple, servir de bouchon. Pour le free flow, la libre circulation des biens et des biens. Ouais. Donc, la notion à l'époque, c'était qu'avec la libéralisation du commerce, les impôts seront diminués. Ça va pouvoir libérer les forces productives d'un pays. Ça va faciliter l'arrivée du capital étranger, créer des emplois. Et le pays d'où vient le capital étranger et le pays qui sera bénéficiaire, il y aura la prospérité sera créée. C'était la notion de la libéralisation et qui est encore valide. Ce qu'on appelle le win-win situation, une situation gagnant-gagnant. Mais il se trouve qu'avec le temps, nous voyons que ça... Oui, c'est plus gagnant d'un côté que de l'autre. Les résultats escomptés ne sont pas vraiment au rendez-vous. Oui, alors, il faut souligner que toutes les fois qu'il y a des décisions économiques qui sont prises, les résultats des décisions ne sont jamais sur le court terme. C'est vraiment sur le long terme que les résultats se définissent. D'accord. Par exemple, c'est comme prendre un bateau. Si vous prenez un cruise et que vous demandez au gars de s'arrêter, c'est pas le moment que vous lui demandez de s'arrêter que le bateau va s'arrêter. C'est vraiment 15 km plus tard. Oui, il y a la force d'inertie. La force d'inertie, c'est ça. Donc, c'est la même chose en économie et en sciences sociales. Donc, les résultats d'une décision prennent du temps. Ça prend du temps. Ça me rappelle de Deng Xiaoping ou Mao Tse-tung, à qui on avait demandé qu'est-ce qu'il pense de la Révolution française. Il a dit, il est encore trop tôt.
La troisième date qu'il faut évoquer, c'est la 1984 qui est de Caribbean Basin Initiative. Ouais. C'est encore une autre date où l'argumentaire a été que avec l'ouverture du marché et le maintien d'un salaire minimum, il y avait l'accord de Hope où le textile, l'industrie du textile aurait bénéficié et que ça pourrait créer de la prospérité et des emplois. C'est une grande date qu'il faut retenir. Et aussi, à l'intérieur de tout ça, il y a l'accord Petro-Caribé qui a été également signé. Oui. Maintenant, avec cette date, Haïti... Petite parenthèse, il faut toujours rappeler que l'accord Petro-Caribé était un accord global qui ne concernait pas seulement Haïti. Oui, Haïti était l'un des bénéficiaires de cette très grande générosité du gouvernement vénézuélien et plus particulièrement de son chef Hugo Chavez. Maintenant, tout ceci étant dit, qu'est-ce que ça a apporté à Haïti? Haïti a effectivement réduit les tarifs au niveau de la douane. Maintenant, sur des produits clés. Et parmi ces produits-là, nous avons le riz. Nous avons Haïti. Le riz. Oui. Nous avons, si vous voulez, ouvert nos frontières, ouvert nos douanes pour permettre pour mettre en application la notion de la libre circulation des marchandises pour que ces marchandises puissent être importées chez nous. Et à date, nous avons, je veux vous élucider les produits que nous importons, que normalement nous aurions dû être en mesure de produire nous-mêmes. Nous avons le riz, nous avons la viande. Haïti importe 100 millions de dollars de poultry, de viande de poulet hachée par année. 100 millions. 100 millions. Nous avons, et ceci, il y a je fais partie de ce qu'on appelle des observatories, l'Observatoire des économies caractéristiques. Donc, on fait des recherches, on recueille des chiffres régulièrement, parce qu'on ne se fie pas aux chiffres des autres institutions. Mais bon, OK. Donc, et nous savons que le riz, nous importons à peu près 300 à 350 millions de dollars de riz par année. Nous avons le poulet qui est 100 millions. Nous avons l'huile, qui est de 5 millions, et nous avons les pépés, ce qu'on appelle les pépés, les Canadiens, qui est dans l'ordre de 20 millions de dollars. Lorsque vous prenez ces chiffres, nous avons à peu près 373 millions de dollars, 400 à 500 millions de dollars de ces produits-là que nous importons, qui auraient pu être fabriqués en Haïti. Et ces 400 millions de dollars représentent un déficit commercial. Voilà, et c'est également des grands dévoreurs de devises. De devises. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on devait... Parfois, les gens vous disent qu'il faut créer des emplois, qu'il faut créer l'importation, des exportations, mais il faut aussi limiter l'importation. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire, parce que nous disposons des actifs pour le faire. Lorsqu'on parle de encourager l'exportation, les actifs pour encourager l'exportation, le pays n'en dispose pas encore. Donc, mais par contre, pour limiter l'importation, nous en disposons de ces actifs. Oui, mais si vous coupez aux Haïtiens leur ration quotidienne de riz, il va y avoir une révolution dans le pays. Bon, oui, mais il faut aussi souligner qu'en général, les décisions économiques qui sont prises ne sont pas prises de façon irrationnelle. C'est progressivement. Et parce qu'il faut une planification, il faut qu'on soit capable de se dire, dans 6 mois, dans 1 an, dans 12 mois, dans 18 mois. Oui. Bon. Encore une fois, oui, il faut poser le premier pas. Pour en revenir à Mao Tse-tung, qu'on citait tout à l'heure, la plus longue marche commence par le premier pas. Si on ne commence pas à produire du riz ou à revivifier la filière riz en Haïti, bon.
Je voudrais, par exemple, si on est capable de le faire, de montrer aux gens une graphique du déficit commercial de la République d'Haïti depuis 2012. Si vous regardez sur cette graphique, Haïti a toujours été dans une situation de déficit commercial pendant près de 20 ans. D'accord. Avec une situation pareille. Le tableau, là, on voit que la première année, ça c'est à l'horizontale en bas, la première année qui apparaît, c'est 2012. Nous avons de 2012 à 2020. Bon, 2012 est en dehors du cadre, 2014, 2016, 2018, 2020. Ouais. Bon, donc c'est récent. Donc ça, c'est pour les années. Donc ça, c'est la courbe. Parce que la colonne de droite, au sommet de cette colonne, il y a 0. Bon, maintenant, c'est là où il y a l'équilibre entre importation et exportation. Maintenant, pour avoir un surplus du commerce de la balance commerciale, il faudrait que au-delà de 0, qu'il y ait des chiffres. C'est ça, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Maintenant, il faut dire que c'est inquiétant. Et en fait, ça m'inquiète, et je vais vous dire pourquoi. C'est pas parce que les chiffres existent. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a aucune décision sur laquelle on pourrait mettre le doigt qui indique qu'il y a des réflexions qui se font pour renverser la tendance. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant que n'importe quoi. Ouais. Et lorsqu'il n'y a pas des réflexions pour renverser la tendance s'accélère dans le sens où elle est. Hein? C'est comme une bille qui descend une pente. Hein? Le plus longtemps que la bille s'en aille sur cette pente, le plus vite que ça va, parce que c'est en vertu de l'accélération. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui se met debout pour arrêter la bille continue. Bien sûr. Donc c'est la même chose pour notre déficit commercial. S'il n'y a pas une réflexion qui se fait, en fait, ça va s'empirer. Et ce que j'ai eu à dire une fois, qu'on devrait peut-être déclarer un état d'urgence sur la question de la monnaie, sur la question de l'économie du pays, pour vraiment réfléchir sur comment renverser la tendance. Sinon, nous sommes vraiment là pour une longue période de... La pente sera rude. Le deuxième point que je veux mentionner sur la question de la dévaluation de la monnaie, c'est la question du pétrole. Et nous avons constaté récemment qu'il y a une demande sur le marché, il y a absence de pétrole, il y a tout ce que vous voulez. Un problème mondial. Ouais. Prenons le cas, je veux rester en Haïti. Maintenant, en Haïti, nous savons tous qu'il y a eu un accord. Entre je dois vous dire que le déficit commercial n'a rien à voir avec le Petro-Caribé. D'accord. Donc, c'est vraiment... Parce que là, nous parlons d'une période de 20 ans. OK? Et les gens vont vous dire que, bon, Michel Martelly a gargoté les fonds de Petro-Caribé. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais je veux regarder notre capacité de produire ce que nous importons. C'est vraiment là mon point. Où je pense que là, si on parvient à produire ce que nous importons, il y a, d'une part, on va arrêter la chute, la fuite des devises, on va créer des emplois, on va renforcer le trésor public, il y aura des impôts à payer, il y aura des emplois, le standard de vie, tout ceci pourrait être augmenté. Et pour faire une toute petite parenthèse sur ce que certains ont affirmé, à savoir que nous avons des réserves de pétrole énormes en Haïti, même si c'était le cas, avant d'arriver à les exploiter, il y a des milliards qui doivent être investis. Bon, normalement, en général, le capital n'est vraiment jamais un problème lorsqu'il y a vraiment les ressources. Oui, non, mais ça, c'est... Oui, mais là, on va immédiatement avoir les Seven Sisters, les sept sœurs qui viendront frapper à notre porte. Absolument, et apporter le capital. Donnez-nous le contrat d'exploitation et ils vont garder 80% ou 90% des profits pour eux et nous laisser les miettes. Bon, pas nécessairement, parce qu'en fait... C'était ça au départ avec le pétrole arabe. Oui, mais il y a eu l'OPEC. Oui, donc, il y a eu l'OPEC, il y a eu le premier choc pétrolier des années 70. Je rappelle très rapidement qu'avant
les fameux Seven Sisters, Esso, British Petroleum, etc., les contrats avec les Émirats arabes, y compris l'Arabie saoudite, c'était de garder 90% pour elle et de ne donner que 10% aux États sur lesquels se trouvaient ces réserves. Le premier choc pétrolier a fait passer cette équation à 50-50. Maintenant, il faut 50, dire que je garde 50. Les temps ont changé. Deuxième choc pétrolier, on a inversé. Les Arabes gardaient 90 et vous, les compagnies, malgré ça, les Seven Sisters, les fameuses 7 sœurs, dans le classement des grandes compagnies ayant réalisé le plus de profits, toutes les 7 Seven Sisters se trouvaient en tête, malgré l'inversion de 90 à 10%. Non, il faut souligner deux choses. Il faut souligner deux choses. Il faut dire que ça date de longtemps depuis la réflexion a beaucoup progressé. Je peux vous dire que la Guyane qui a découvert du pétrole, l'accord avec l'ExxonMobil n'est pas 90-10. Il y a le Venezuela où les accords ont été renégociés. Les pays africains aussi où donc il y a vraiment une réflexion. La réflexion a progressé. Et surtout peut-être, c'est que le pétrole aujourd'hui est devenu une arme politique de première importance. Oui. Maintenant, il faut aussi, pour rester sur le point, c'est que à l'époque de l'OPEP, le prix du pétrole n'était pas non plus à $110. Oui. donc lorsque OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc lorsqu'on compare les chiffres, les ratios, il faut vraiment se souvenir quels ont été les prix. Maintenant, pour retourner sur la question de Petro-Caribé, je dois vous dire qu'on constate aujourd'hui que nous avons un problème de pétrole, un problème de devises. Mais les gens doivent se souvenir que l'accord avec le Petro-Caribé Chavez faisait de nous des bénéficiaires hors pair. On payait la moitié. Le ratio que devait payer en cash, c'était ça variait entre la moitié et 40%. On jouissait de crédit à 1%. Et 2 années de grâce. Avant de commencer à payer. Voilà. Donc, et l'accord qui a été signé, ceci a été sacrifié pour des raisons géopolitiques. Avec la question géopolitique, il fallait laisser tomber Chavez parce que le Venezuela était sur la liste noire des Américains, d'une puissance étrangère. Il avait été recommandé à Haïti que Haïti achète son pétrole dans un état d'un pays d'une grande puissance. Maintenant, il faut payer cash. Et le cash qu'on paye, ça vient de la réserve de la Banque centrale. Et au fur et à mesure que le plus que vous achetez, le plus que vous servez de votre réserve. Et ça met beaucoup de pression sur votre monnaie locale. Donc, la question de la d'évaluation de la monnaie a beaucoup à voir sur cette relation que nous avons vue depuis que nous avons laissé tomber le Venezuela. Donc vous êtes en train de nous dire que la flambée des taux d'intérêt par rapport au dollar est due en grande partie au problème de fuite de devises. Mais du pétrole, oui, pour une grande part. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui avec le prix du pétrole qui grimpe, c'est la même chose en Europe. Oui, mais pour des raisons différentes. Pour des raisons totalement différentes. Pas vraiment différentes. Pourquoi ? Parce que il faut constater que c'est géopolitique. Donc, géopolitique, lorsqu'on est géopolitique, tous les coups sont bons. Oui, c'est vrai, hélas. Donc, pour conclure, je pense que il y a un dernier point que j'aimerais faire, c'est la question des obligations BRH. Parce que les obligations BRH, ce sont des obligations qui sont émises par la BRH, sur lesquelles la BRH
paye des intérêts de 7%. Mais le nœud de l'affaire, c'est que si toutefois il y a dévaluation, la BRH promet compense. Ouais. Et ceci, c'est une augmentation de la masse monétaire sans de production correspondante. Et toutes les fois, vous avez augmentation de la masse monétaire. Donc ça veut dire danger. Oui, danger. Maintenant, ça fait depuis 1996, je pense qu'ils ont cette politique en application, en œuvre. Mais il ne faut pas oublier que j'ai dit tantôt que parfois les décisions politiques, les décisions économiques prennent du temps. Oui. Et donc, maintenant, nous sommes commencés à payer les conséquences de cette politique. Donc, si jamais il n'y a pas de réflexion à ce niveau, eh bien, la bille continue de descendre la pente. Et de prendre de la vitesse. Bon. Merci, Serge. Voilà. Donc, malheureusement, pour l'instant, en matière de pétrole, il n'y a pas grand-chose qu'Haïti puisse faire, sauf peut-être à trouver d'autres sources d'approvisionnement, mais ça, tous les pays du monde sont en train de chercher de nouvelles sources d'approvisionnement. On a vu le dernier déplacement du président Biden en Arabie Saoudite, c'était évidemment pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. L'Europe aujourd'hui est confrontée à un risque de pénurie si la Russie ferme le robinet du gaz et du pétrole, et ça aura des conséquences dramatiques. Bon, nous, petit pays d'Haïti, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, malheureusement. Il faut dire deux choses. Tu vois, j'ai parlé tantôt de laisser tomber Petro-Caribé. C'est comme si les États-Unis avaient fermé la vanne du Venezuela, équivalent de ce que Poutine fait aujourd'hui. Oui, absolument, oui. Tout à fait. Enfin, équivalent. Pour ce qui est des conséquences, oui. C'est en termes géopolitiques. C'est ça. En termes géopolitiques. Par contre, pour ce qui est des combien de centaines de millions pour le riz, c'est entre 250... En fait, 350 et 400 millions. 350 et 400 millions. Les vêtements usagés, 20 millions. Ouais. Donc. Les vêtements usagés, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qu'on puisse faire pour l'instant. Parce que malheureusement, il n'y a plus tellement de fabrication locale de tissus. Je me rappelle les magnifiques tissus Caraco, c'était une splendeur à l'époque. On n'en fabrique plus. Et par contre, pour le riz, il y a quelque chose à faire. Mais non, mais pour les vêtements, il faut penser production, intégration verticale, parce qu'en fait, il vous faut seulement 1 année pour le coton. Et peut-être 2 années pour mettre en place une structure capable de produire du textile. Donc, on ne parle pas c'est pas partir en mars. Hein. Maintenant, je dois vous dire, vous avez mentionné tantôt que les gens cherchent de nouvelles sources de pétrole. Mais je dois vous dire, lorsqu'on a laissé tomber Petro-Caribé, nous achetons nos fuels des États-Unis pour 110 millions. On achète de la Belgique. De la Belgique. Oui, on achète de El Salvador, on achète de la République dominicaine. Donc, vraiment, il y a une réflexion à faire, une réflexion très sérieuse à faire. D'accord. Bon. Eh bien, on va laisser à nos téléspectateurs un peu de temps pour commencer cette réflexion, tout en répétant encore une fois que la filière la plus directe et la plus facile à faire revivre, c'est évidemment celle du riz. Haïti a été pendant des décennies et des décennies, à l'époque de sa grandeur, a été un grand exportateur de riz de très bonne qualité, le riz Madangougus, le riz et comment s'appelle l'autre qui malheureusement a toujours des petits cailloux dedans, mais qui a un gros sachet là. Il y a une tradition du riz en Haïti, ne serait-ce qu'au niveau de la consommation. Les rizières ont existé, elles n'ont pas pris l'avion pour quitter le pays, elles sont toujours là, il faut les faire revivre. Ça, c'est un projet auquel il faudrait s'attaquer immédiatement, de façon à ce que progressivement nous augmentions notre production nationale de riz et que parallèlement, on diminue les importations. Mais là, le combat va être féroce parce que notre riz local est produit à un coût infiniment supérieur
et au coût du riz importé pour une simple raison, c'est que les États-Unis, qui sont le principal exportateur de riz vers Haïti, les États-Unis subventionnent leur riz de manière presque outrancière. Donc là où on produit pour $1, les Américains arrivent à produire pour 20 centimes. La concurrence est difficile. Bon, tout se négocie. Voilà, exactement, oui. On peut foutre des taxes aussi sur eux. Tout se négocie. Voilà, absolument. Bon, eh bien, William, encore une fois, merci. Merci de cet éclairage. Merci de ces voix, de ces petites portes que vous avez ouvertes. Et puis, on se retrouve en fin de semaine pour un nouveau numéro. Merci, Serge. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir.